Bon là les amis, on a peut-être un problème ou pas. Tout dépend comment vous vous positionnez. Là on vient peut-être d'avoir une information capable de changer complètement l'avenir de la Neo Geo AES+. Et surtout, de changer la façon dont les gens vont consommer la Neo Geo dans les années qui arrivent. Parce qu'on ne parle pas simplement d'une nouvelle cartouche ou d'un accessoire rétro de plus. Non, là on parle potentiellement, attention, tenez-vous bien, d'un Everdrive Neo Geo signé Crix qui pourrait arriver autour de l'AES+. Et derrière cette simple idée, il y a peut-être un énorme bouleversement économique qui se prépare. Parce que contrairement à ce que certains racontent déjà un peu partout, le vrai sujet n'est pas ça va tuer les cartouches AES originales. Non, les solutions existent déjà depuis longtemps, comme les Neo SD, Terra Onion, les multicartes 161 en 1. Ça existe déjà depuis des années. Les passionnés Neo Geo connaissent tout ça depuis longtemps. Donc non, ce n'est pas la première fois qu'on peut jouer à tout la ludothèque sur une seule cartouche. Le vrai sujet, il est ailleurs. Le vrai sujet, c'est le contexte dans lequel cet Everdrive pourrait arriver. Parce que là, on est dans une période très particulière. La Neo Geo AES+, ce n'est pas juste une vieille console qu'on ressort pour faire plaisir aux nostalgiques. Derrière, il y a une tentative de reconstruire un vrai marché moderne autour de la Neo Geo. Et ça change complètement la donne. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs mondes qui se croisent autour de cet AES+. Et ça, beaucoup de gens ne le voient pas encore. D'un côté, il y a les collectionneurs historiques, ceux qui possèdent déjà des AES, des MVS, des cartouches originales, parfois depuis des années. Ceux-là, ils ont souvent acheté l'AES par curiosité, par passion, pour voir ce que vaudra cette nouvelle machine, voir la qualité de fabrication, tester le hardware, comparer avec l'original, voir si Playon respecte réellement l'esprit Neo Geo. Eux, ce sont des collectionneurs. Ils aiment le physique, ils aiment les boîtes, ils aiment les notices, ils aiment les inserts, ils aiment posséder l'objet. Donc, qu'il y ait un Everdrive ou pas, ça ne changera pas énormément leur comportement. Ces gens-là continueront probablement à acheter des cartouches physiques AES+, ils voudront les éditions collector s'il y en a, les beaux packaging, les rééditions propres, parce qu'ils aiment collectionner. Mais à côté de ça, il y a une autre catégorie de personnes qui arrivent massivement avec cet AES+. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre les amis. Il y a les nouveaux entrants, les gens qui, jusqu'à aujourd'hui, regardaient la Neo Geo de très loin parce que c'était inaccessible. Une AES originale en loose, on est autour des 400-500 euros. Des jeux, des fois, bien au-dessus de 1000 euros. On va parler des Blazing Stars, des Garou of the Wolf, des prix totalement délirants pour d'autres. Pour énormément de joueurs, la Neo Geo était devenue une sorte de rêve inaccessible. Une machine mythique qu'ils regardaient sur YouTube, dans les vitrines ou dans les collections des autres, sans jamais pouvoir réellement entrer dans cet univers. Et là, avec l'AES+, énormément de nouveaux joueurs vont débarquer. Des gens qui n'ont jamais possédé de Neo Geo. Des gens qui commandent cette console simplement pour enfin découvrir la machine dans de bonnes conditions. Ceux-là ne viennent pas forcément pour collectionner. Ils viennent pour jouer. Ils viennent découvrir les sensations arcade, le RGB, le CRT, les sticks SNK, les jeux mythiques, l'ambiance Neo Geo. Et c'est justement là que le potentiel Everdrive devient un énorme sujet. Parce que ces nouveaux entrants, eux, une seule cartouche SD peut leur suffire largement. Et c'est là que le danger économique commence peut-être réellement pour Playon. Parce que les collectionneurs continueront probablement à acheter des jeux physiques AES+. Eux veulent l'objet. Ils veulent le packaging. Ils veulent exposer les boîtes. Ils veulent compléter des collections. Donc leur comportement changera peu. Mais les nouveaux entrants, c'est complètement différent. Si ces gens-là découvrent qu'ils peuvent avoir toute la ludothèque Neo Geo sur une seule cartouche, beaucoup risquent de ne plus acheter les futures éditions. Et là, forcément, ça peut devenir un énorme problème pour l'économie future du projet AES+. Parce qu'il faut bien comprendre un truc, les frelons. Produire des cartouches AES+, ce n'est pas juste copier une ROM sur une puce. Derrière, il y a des coûts énormes quand même. Fabrication des PCB, moule des cartouches, insert, notice, boîte, transport, stockage, distribution, marketing. Donc si les ventes physiques deviennent insuffisantes, alors toute la stratégie commerciale peut commencer à vaciller. Et c'est là qu'on arrive peut-être au vrai paradoxe de cette histoire. Parce que cet Everdrive Neo Geo pourrait être à la fois la meilleure chose possible pour démocratiser la Neo Geo et en même temps devenir une menace potentielle pour le développement futur
de nouveaux jeux AES+. Parce qu'au fond, si les nouveaux entrants se contentent tous d'une seule cartouche SD, alors qui financera les futures productions physiques? Qui financera les nouveaux jeux? Qui financera les futures vagues de réédition? Qui financera les nouveaux développements? Parce que oui, on parle beaucoup des jeux déjà existants, mais ce qui est peut-être en jeu derrière la ES+, c'est aussi l'idée d'un futur pour la Neo Geo. Des nouveaux jeux, des homebrew professionnels, des partenariats, des nouvelles licences, peut-être même un vrai retour durable de SNK dans le hardware rétro haut de gamme. Et tout ça dépendra forcément des ventes. Parce qu'une entreprise ne peut pas faire tourner un projet uniquement avec la passion des fans. Il faut un marché viable, il faut des ventes, il faut des joueurs qui achètent les productions officielles. Et c'est là que le timing de cet Everdrive potentiel devient extrêmement délicat. Parce qu'on ne parle pas d'une machine installée depuis 10 ans, on parle d'un projet qui n'est même pas encore sorti officiellement. Des gens attendent le AES+, pour novembre, les précommandes sont encore fraîches, le projet est encore en train de se construire, et c'est précisément à ce moment-là qu'arrive cette idée d'Everdrive Neo Geo. Donc forcément, certains commencent déjà à se demander si ça ne risque pas de casser l'élan commercial avant même que le marché AES+, ait réellement eu le temps de s'installer. Parce que si demain les nouveaux entrants achètent l'AES+, puis basculent immédiatement vers une cartouche SD universelle, les futures éditions risquent de devenir beaucoup plus compliquées à rentabiliser. Et là, certaines ambitions pourraient être revues à la baisse. Moins de jeux, moins de prise de risque, moins de nouvelles productions, moins d'investissements. Et pour le coup, ça serait peut-être le pire scénario possible. Parce qu'au final, ce qui excite énormément tout le monde autour de l'AES+, ce n'est pas seulement rejouer aux anciens jeux, c'est aussi l'idée qu'un nouvel écosystème Neo Geo pourrait renaître, voire arriver des nouveaux jeux physiques, voire des studios indépendants développés sur Neo Geo, voire des éditions collector modernes, voire des nouvelles cartouches sorties régulièrement. Bref, voir la Neo Geo redevenir une plateforme vivante plutôt qu'un simple objet de spéculation. Et ce rêve-là, les amis, dépend forcément de l'économie du projet. Alors évidemment, il y a aussi l'autre vision, celle des joueurs qui considèrent que la priorité absolue, c'est l'accès au jeu. Et le raisonnement se comprend totalement aussi, parce qu'après des années où la Neo Geo était devenue inaccessible pour énormément de passionnés, beaucoup voient dans cet AES+, et dans un éventuel Everdrive, une libération totale. Enfin pouvoir profiter de la ludothèque sans exploser son compte bancaire, enfin pouvoir découvrir des jeux mythiques sur un hardware moderne compatible CRT et RGB, enfin pouvoir accéder à tout un univers qui était réservé jusque-là à une minorité de collectionneurs fortunés, et ça aussi c'est un argument extrêmement fort. Donc au final, ce débat dépasse largement la question du piratage ou des multicartes. Ce qu'on voit apparaître derrière cette histoire, c'est surtout deux visions totalement différentes de l'avenir de la Neo Geo. Une vision tournée vers l'accessibilité maximale et une autre tournée vers la construction d'un véritable marché physique moderne capable de financer de nouvelles productions. Et les deux visions, à ma foi, ont des arguments très solides. Parce qu'au fond, tout le monde veut la même chose, voir la Neo Geo continuer à vivre. Mais forcément, la vraie question, c'est comment est-ce que le futur de la Neo Geo passe par une ouverture totale via des solutions SD ultra populaires, ou est-ce qu'au contraire, il faut préserver un certain équilibre pour permettre aux productions physiques officielles de continuer à exister? Est-ce que les joueurs seront prêts à soutenir les futures cartouches AES+, même s'ils possèdent un Everdrive? Ou est-ce qu'une énorme partie du public basculera uniquement vers la solution la plus pratique et la plus économique? Parce qu'au final, c'est peut-être cette réponse-là qui déterminera réellement l'avenir commercial de l'AES+. Et je pense que ce débat va devenir énorme dans les mois qui arrivent. Parce qu'on sent déjà plusieurs mondes qui commencent à se regarder différemment autour de cette machine. Les collectionneurs historiques, les nouveaux entrants, les passionnés du hardware, les joueurs purs, les amateurs de physique, les adeptes des solutions SD. Et au milieu de tout ça, un projet AES+, qui pourrait soit devenir une renaissance incroyable de la Neo Geo, soit se retrouver fragilisé très rapidement si son modèle économique devient trop difficile à tenir. Maintenant, la vraie question, c'est vous. Vous qui regardez cette vidéo, est-ce que vous voyez cet Everdrive Neo Geo comme une excellente nouvelle pour démocratiser enfin complètement la Neo Geo?
Ou est-ce que vous pensez, au contraire, que ça risque de tuer dans l'œuf une partie des futures rééditions et des nouveaux jeux AES+? Est-ce qu'on peut trouver un équilibre entre les deux? Ou est-ce que, au final, les nouveaux entrants vont naturellement privilégier la solution SD au détriment des futures productions physiques? Franchement, les frelons, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que ce débat-là risque vraiment de devenir un des plus gros sujets du rétro gaming dans les prochains mois.